L'ensemble des documents que nous vous présentons, ainsi que les templates des livrables, sont en téléchargement sur votre espace équipe Agorize. Démarrons tout de suite ce premier webinaire du Shadow Comex de l'ameublement français. Bien évidemment, nous vous parlerons tout au long de ce Shadow Comex d'innovation de rupture, puisque c'est votre livrable, d'open innovation, puisque vous serez en équipe pluridisciplinaire, et de stratégie au sang bleu, puisque c'est la méthode que nous allons suivre pour générer ces innovations de rupture. Votre mission, c'est d'être membre du Shadow Comex de l'ameublement français. À savoir, pour les dirigeants de l'ameublement de bureau, vous allez devoir leur présenter des offres construites et prototypées qui sont en rupture par rapport aux offres standards. Vous allez donc suivre une expérience stratégie au sang bleu qui sera relayée en permanence sur BFM Business, puisque vous serez interviewé sur BFM Business ainsi que les membres de l'ameublement français. Mais qui est l'ameublement français? Alors, l'ameublement français, qui sommes-nous? Nous sommes 350 dirigeants de PME françaises qui avons comme particularité de travailler sur l'aménagement de tous les espaces de vie. Ces 350 dirigeants, ils créent de l'emploi sur le territoire, ils créent de la valeur et de l'innovation. Et on a envie de vous associer à cette démarche au travers de ce Shadow Comex et de venir nous aider à créer des offres divergentes, particulièrement sur l'aménagement d'espaces de travail. On vous a mis quelques images ici de l'offre existante dans le monde de l'aménagement des espaces de bureau. Pour ce Shadow Comex, nous sommes plusieurs, donc en tant qu'organisateurs. Premièrement, l'ameublement français, ce sont les dirigeants d'entreprises qui vous mandatent pour demain créer des offres nouvelles sur leur marché de l'aménagement des espaces de travail. Nous avons également l'Observatoire Actineo. Oui, alors vous avez de la chance parce qu'effectivement, ces professionnels de l'aménagement de bureau ont créé un observatoire de la qualité de vie au bureau qui a été construit de telle façon que tout est absolument accessible en ligne sur le site. Le site a été construit dans une logique d'open source et cet observatoire qui a pour objectif effectivement d'observer, de décrypter tous les nouveaux modes de travail et surtout l'influence de ces nouveaux modes de travail sur la façon d'aménager les espaces, est effectivement donc à destination du monde de l'entreprise pour sensibiliser effectivement les chefs d'entreprise à l'importance de l'aménagement comme levier à la fois de performance pour l'entreprise et levier de bien-être pour les salariés. Donc tout est absolument accessible sur ce site où on peut trouver à la fois des conseils, des indicateurs, des illustrations de cas d'entreprise qui ont réussi leurs aménagements de bureau. Et donc, ça sera vraiment un outil de travail, à mon avis, très riche et utile pour vos réflexions et vos démarches. Et ces membres de l'Observatoire Actineo seront vos coachs sectoriels. Vous retrouverez parmi eux des sociologues du CNRS, des ergonomes, des designers, des bureaux d'études, enfin voilà, toute la ressource. Et des chefs d'entreprise de l'industrie de l'ameublement. Pour vous accompagner également pour le prototypage, vos coachs de prototypage seront le FCBA, qui est l'Institut technologique de l'ameublement français, et puis le VIA, qui également gravite dans tout l'univers de l'innovation par le design et qui pourront vous aider à affiner vos offres. Autre partenaire pour vous accompagner, Agorize, qui est votre plateforme aujourd'hui spécialisée dans les challenges en open innovation. Agorize, sur lesquels vous retrouverez évidemment toutes les ressources webinaires et le lien avec vos coachs et vos sessions de travail. Accessio, qui est un cabinet de stratégie d'innovation, vous accompagnera sur la méthode Océan Bleu pour vous guider tout au long de ce Shadow Comex en démarche méthodologique. Et puis également, vous vous appuierez sur HEC avec les coachs start-up
qui vous aideront également à affiner vos offres et notamment à préparer vos pitchs si vous faites partie des 3 équipes sélectionnées pour la finale. En dernier, eh bien, tout notre Shadow Comex est relayé par BFM Business, le média des dirigeants, qui vous donnera une belle plateforme d'exposition et de visibilité. Pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, exactement, c'est-à-dire tout le mois de mai et de juin, grosso modo. Merci Cathy. Vue d'ensemble de ce Shadow Comex de l'ameublement français. Donc 3 phases. Jusqu'au 12 avril, les sélections, basées sur le document livrable que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Il s'appelle le canevas stratégique. Ensuite, travail sur la stratégie au sang bleu jusqu'au 1er juin pour les 15 équipes sélectionnées. Donc là, vous interagirez avec les coachs d'Accessio sur Blue Ocean, d'HEC sur le Business Model Canva, d'Actineo et de l'ameublement français sur le coaching sectoriel. Et vous aurez donc jusqu'au 1er juin où seront choisies 3 équipes finalistes qui seront invitées à prototyper au sein du VIA et du FCBA, puis à présenter devant l'Assemblée générale de l'ameublement français le 15 juin. Vous voyez ici une vue d'ensemble du planning avec chaque étape clé. Vous avez donc à livrer avant le 3 avril le livrable de sélection Canvas stratégique. Ensuite, à partir du 12 avril, le Go Shadow Comex, qui sera donc au sein de l'ameublement français, avenue Le Dru-Rollin. On partira donc en exploration de marché. Vous aurez à réaliser des interviews, des entretiens clients et non clients. Sur ça, les coachs sectoriels vous aideront à rentrer en relation avec les entreprises clientes et non clientes du marché de l'ameublement professionnel. Ensuite, phase d'idéation. Donc là, vous aurez à générer des idées, puis sélection des idées et conception des offres retenues pour un pré-jury en ligne sur Agorize qui aura lieu le 1er juin. Ensuite, les équipes sélectionnées partiront en prototypage et jury final le 15 juin. Vous voyez aussi en bas du slide un suivi sur BFM Business en radio et en télé. Donc vous serez interviewé tout au long de la démarche sur votre expérience. Vous êtes invité le 29 mars au salon Workspace Expo qui a lieu porte de Versailles, où il y aura justement une captation par BFM Business, où vous serez interrogé, interviewé. Le 12 avril, pour les équipes sélectionnées, brief par les dirigeants de l'ameublement français, donc au sein de l'ameublement français, au 120 avenue Le Dru-Rollin. Au 1er juin, annonce des 3 finalistes, toujours captation aussi de BFM Business, au sein de l'ameublement français, et 15 juin, le jury final à l'auditorium du Cloud, avec captation par BFM Business. Les 5 webinaires où nous vous donnons rendez-vous le 10 mars, donc aujourd'hui, le 12 avril en live pour vous présenter le livrable sur les entretiens clients et non clients et comment aller explorer votre marché, votre écosystème. Le 10 mai en live, comment générer des idées nouvelles par la méthode Blue Ocean. Le 18 mai en live pour construire vos offres. Et le 1er juin pour lancer les prototypages. Et là, ce sera en physique. Ici, les dates limites pour transmettre vos livrables. Donc, vous avez jusqu'au 3 avril pour transmettre via Agorize votre livrable de sélection, le canevas stratégique, que nous allons présenter dans quelques minutes. Vous avez jusqu'au 10 mai pour restituer vos entretiens clients-non clients et construire ce qu'on appelle la carte d'utilité, qui sera donc expliqué en détail au second webinaire. Le 18 mai, idéation. Donc là, vous transmettrez toutes les idées nouvelles d'offres que vous aurez eues par l'idéation. Le 25 mai, vous nous transmettrez par Agorize les offres construites. Donc, ça s'appelle une matrice Blue Ocean stratégie et un scénario utilisateur.
Et le 15 juin, évidemment, vous présenterez votre prototype et votre offre sous forme de matrice Blue Ocean. Donc tout de suite, je passe la parole à Marc pour présenter les principes de la stratégie Océan Bleu. Alors, stratégie Océan Bleu, c'est un ensemble de concepts, d'outils et de méthodologies qui ont été développés à l'INSEAD, qui récemment a été élu par le Financial Times comme la meilleure école de management du monde, par 2 professeurs, un Coréen qui s'appelle Chan Kim et une Américaine, Renée Mauborgne. Alors, c'est un travail de longue durée, puisqu'il a fallu qu'ils étudient 150 cas de croissance profitable, durable, qui couvrait à peu près 30 années de... Ça y est, je merde. Je recommence là, je recommence là. T'as vu, je vérifie un truc un peu aussi. Alors, stratégie Océan Bleu, c'est un ensemble conceptuel, une méthodologie et des outils qui ont été développés par 2 professeurs de l'INSEAD, qui sont Chan Kim et Renée Mauborgne. Alors, c'est un travail de longue haleine. Ils ont étudié 150 cas d'entreprises qui avaient réussi dans plus de 30 industries et sur plus d'1 siècle d'activité industrielle. Ils ont effectivement sorti un certain nombre d'articles dans Harvard Business Review, et à la suite de ça, ils ont écrit un livre qui a connu un succès phénoménal. C'était traduit dans plus de 40 langues et vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Maintenant, aujourd'hui, ils sont directeurs d'un institut qui est totalement consacré à Blue Ocean Strategy à l'INSEAD. Alors, il y a quelques principes simples. Faire et suivre une stratégie Océan Bleu, ça veut dire que l'on va construire des innovations radicales. Donc, nous ne sommes pas là dans la différenciation, nous sommes dans ce qu'on appelle la divergence, c'est-à-dire que l'offre va créer un écart de valeur sur le marché. Ensuite, innover, c'est avant tout simplifier, donc éliminer et réduire autant que de créer. Et les clients peuvent effectivement aider à innover à la marge, c'est l'innovation incrémentale. Ce sont les non-clients du marché qui expriment des expériences qui vont vers la divergence. C'est pourquoi, pendant la phase d'exploration, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez interviewer des clients et des non-clients. Le dernier point, c'est que l'attitude de management est clé dans la décision de faire avancer les idées Blue Ocean, parce que le risque perçu est fort, pour principalement 3 raisons. Parce qu'une idée Blue Ocean, c'est au-delà des standards de l'industrie, c'est au-delà des savoir-faire et des compétences des acteurs de l'industrie, et puis ça repose sur des modèles, des business models incertains. Alors, il y a 2 grands principes sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que donc, pour créer son propre marché, il faut s'intéresser aux non-clients. Alors, on distingue ici les clients actuels. Et il y a 3 types de non-clients. Il y a les non-clients imminents, ceux qui vont bientôt quitter, et les anti- et les inexplorés. Alors, comment on crée son propre marché? Eh bien, pour créer son propre marché, dans un premier temps, il faut éliminer par rapport aux standards traditionnels de l'industrie. Ensuite, réduire l'offre par rapport à ces standards de l'industrie. Et enfin, il faut augmenter par rapport à certains standards et finalement créer de nouveaux standards. Et l'ensemble de ces actions permet de créer une nouvelle offre. Ce qui est très important dans ce graphe, comme vous le voyez, on commence par éliminer et réduire avant d'augmenter et créer. Alors, le livrable clé du Shadow Comex, ça sera une matrice Blue Ocean telle que vous voyez là. Elle décrit la proposition de valeur, elle parle du potentiel marché et quels sont les non-clients. Ensuite, elle reprend la matrice dont on vient de parler, donc éliminer, réduire, augmenter et créer. Et également, elle décrit très brièvement l'océan rouge qui est représenté par les offres standards. Exemple de matrice Blue Ocean, hein, qui sera l'un des livrables clés à l'issue de cette démarche de Shadow Comex pour l'ameublement français. Ici, le cas de GoPro, donc la caméra sportive Action Cam, dont la proposition de valeur est très claire, c'est rendre possible la mise en scène personnelle de soi-même dans ses sports, ses passions, à travers des vidéos de qualité professionnelle. En gros, je deviens le héros de mon sport, de ma vie, de mes passions. Donc là, clairement, les non-clients qui ont été adressés à l'époque, hein, quand la version caméra sort de la GoPro,
c'est-à-dire à peu près dans les années 2006. Nos clients adressés, évidemment les sportifs, les VIP aussi, puisqu'ils s'appuient sur des stars d'Hollywood pour lancer la caméra, mais aussi les ados qui en ont marre du caméscope de papa. Hein, dans les années 2006, vous avez une photo ici dans la partie rouge. Bon, c'est clairement des caméras qu'on considère aujourd'hui comme étant un peu à l'ancienne. Et puis aussi, ils visent les networkers, les social networkers, tous ceux qui partagent beaucoup leur vie sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont addicts de tout ce qui est selfie. Et puis, en termes de non-clients éminents, les utilisateurs qui sont en train de vouloir partager leur vie quotidienne, hein, qui sont pas forcément des sportifs. Donc là, clairement, les 4 actions que vous a décrites Marc, comparées à l'offre standard des Sony, JVC, Panasonic de l'époque, en 2006, on a éliminé l'écran. C'était quand même un des standards clés de cette industrie, d'où l'impossibilité de visionner sur une GoPro. On a aussi éliminé l'extension de mémoire. Il n'y a pas de port, en tout cas en 2006, pour connecter une carte mémoire ou un stick. On a réduit très fortement la mémoire interne, du coup, ce qui est obligé à réduire la durée des vidéos, sont de maximum 10 secondes sur la version 2006. Le menu de navigation est pareil, ingérable, il est incompréhensible, toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc, voilà, parce qu'on sait pas, on a dit que c'était pas ce qui était important, il fallait donc se focaliser sur ce qu'on a augmenté, à savoir la miniaturisation. Donc, on a réduit la taille, on a réduit le poids. On a augmenté aussi la robustesse, la résistance au choc pour pouvoir embarquer la caméra partout. Et on a augmenté la résolution vidéo pour justement avoir un rendu professionnel. Et la GoPro de 2006 est l'une des seules à faire de la qualité HD à l'époque, 1024, enregistrée en 1024. Et donc, ce qui a été créé, qui est donc la partie unique de l'offre, c'est-à-dire qui est la seule offre à proposer ces éléments de valeur-là, c'est notamment de pouvoir s'enregistrer dans l'action, notamment dans l'eau, notamment embarquer sur sa planche de surf, de skate, sur BMX ou ses skis. Et puis aussi, ce qui a été créé par GoPro et qui a d'ailleurs beaucoup contribué à développer YouTube, ce sont les selfies vidéo. Donc partager sur les réseaux sociaux ses propres vidéos personnelles embarquées dans sa vie quotidienne ou dans son sport. Donc là, sur ces chiffres, vous voyez le phénomène de création de marché. Puisque en rose en bas, en violet en bas, vous avez les chiffres du marché caméscope classique, cassette, DVD et compagnie, et vous avez en bleu la partie Action Cam. Et vous voyez qu'à partir de 2013, le total des deux réaugmente grâce à la partie Action Cam. D'où ce phénomène de création de marché, qui est la clé, la base du principe d'Océan Bleu. Alors maintenant, on va vous parler du cas Nintendo, qui est effectivement une entreprise qui a utilisé Stratégie Océan Bleu pour lancer une nouvelle offre que vous devinez, je suppose, puisqu'il s'agit là de la Wii, un lancement qui a eu lieu en 2006. Alors le point de départ était moins qu'engageant. Là, vous avez les ventes des générations précédentes. En 85, Nintendo crée la première console vidéo de salon. Ça s'appelle la NES. Ils en ont vendu 60 millions d'exemplaires. Et malgré le fait d'être le premier, à chaque nouvelle génération, le nombre de consoles qu'ils vendaient diminuait. On est passé de 60 à 50, puis de 50 à 30, puis de 30 à 20. En particulier face à une concurrence qui sont deux grandes entreprises qui sont Sony et Microsoft. Donc là, on est vraiment dans une impasse stratégique et il y a un certain nombre de questions qui se posent. Alors, si on réfléchit de manière traditionnelle, la première chose que l'on fait, suivant les théories de Porter, c'est qu'on fait un benchmark. Si on fait ce benchmark, on se rend compte que chaque génération de consoles, il y a une surenchère technologique. Donc, il faut jouer cette surenchère technologique. Le problème pour Nintendo, c'est que Nintendo est une société qui est beaucoup plus petite que Sony et encore beaucoup plus petite que Microsoft. Donc, à chaque dollar investi en R&D, les concurrents peuvent investir entre 10 et 100 fois de plus. Donc, c'est impossible pour Nintendo. Deuxième solution, c'est une recherche de niche profitable en segmentant. C'est impensable pour devenir un leader de l'industrie ou pour redevenir le leader de l'industrie, puisque par définition, si l'on parle de niche, on parle d'un marché de taille réduite.
Et puis, la troisième solution, c'est de quitter la catégorie produit, qui probablement est la meilleure solution dans un océan rouge. Alors, on vous a parlé d'océan rouge, d'océan bleu. On va essayer de mieux montrer les différences entre une réflexion de type océan rouge et une réflexion de type océan bleu. Alors, l'ensemble des réflexions de type océan rouge sont basées sur les théories de Porter, qui ont été mises sur le marché en 1979, et de 1979 jusqu'à la sortie de Stratégie Océan Bleu, il n'y a eu aucune théorie nouvelle proposée de réflexion stratégique. Alors, je vais commencer à comparer Océan Rouge et Océan Bleu. Dans l'Océan Rouge, le marché et le secteur est toujours considéré à périmètre constant. Dans l'Océan Bleu, on considère par définition qu'on peut toujours redéfinir le marché et le secteur de référence. Ensuite, la manière porterienne de regarder le marché, c'est que les entreprises ont besoin d'avantages concurrentiels pour battre leurs concurrents. Dans l'Océan Bleu, on se préoccupe d'abord de dominer le marché, et c'est ainsi ce qu'on fait, ce qui permet de rendre la concurrence non pertinente. Troisième point que j'ai déjà abordé, la segmentation. La segmentation dans la théorie porterienne, ça permet de focaliser sur les différences où les clients valorisent. En Océan Bleu, on considère qu'on doit taper sur le cœur du marché, parce que c'est là seulement qu'on a un espace suffisant pour croître. Autre point, pour réussir en Océan Rouge, il faut utiliser comme levier stratégique les actifs et les compétences existantes. Dans Océan Bleu, par contre, la première question qu'on se pose, c'est que ferait-on si on démarrait de zéro? Et enfin, dans un Océan Rouge, c'est un arbitrage entre les coûts et la valeur, donc entre des offres qui vont être des offres low cost par rapport à des offres qui vont être à N. Dans l'Océan Bleu, le principe, c'est de sortir de cet arbitrage coût-valeur, c'est-à-dire offrir un prix intéressant en ayant une valeur très supérieure pour le marché. Donc, je continue avec Nintendo, et cette réflexion et ce type de réflexion est très bien illustré par les paroles du patron de Nintendo, puisqu'il dit « Nous ne battons pas contre Sony et Microsoft, on se bat contre l'indifférence des gens qui n'ont aucun intérêt en jeux vidéo ». Donc, il s'intéresse effectivement aux non-clients. Alors, si l'on regarde effectivement les non-clients qui vont être captés par la Wii, ce sont d'abord les femmes, puisque à l'époque, il y a plus de 90% des achats qui étaient faits par des hommes. Ensuite, les enfants actifs, ceux qui aiment le sport, les familles et les seniors. Alors, ces données étant là, ce qu'il fallait effectivement, c'est aller faire des entretiens, aller rencontrer ces non-clients, voir quel était leur point de blocage par rapport aux consoles de salon et les résoudre. C'est ce qu'a fait Nintendo. Alors, ceci est représenté sous forme d'un canevas stratégique, où là, vous voyez les consoles de salon traditionnelles. Alors, ce graphe, sur l'axe horizontal, vous avez les éléments clés, ceux qui comptent sur le marché, donc qui à l'époque était le hard gaming, la nécessité d'avoir une expérience gaming pour se servir de la console, des licences prestigieuses, un très bon réalisme, une puissance vidéo, graphique, audio absolument exceptionnelle. Par contre, relativement pas de fun et de convivialité. Très typiquement, il était extrêmement rare de voir des grands-parents jouer aux consoles de salon avec leurs petits-enfants à l'époque. Et puis, une communauté en ligne extrêmement réduite pour les offres existantes. Alors, quand la Wii arrive, ses caractéristiques, c'est pour un prix plus bas que les offres existantes, d'abord d'éliminer le hard gaming et l'expertise gaming nécessaire, c'est-à-dire que n'importe qui découvre la Wii peut utiliser les jeux, beaucoup moins de licences prestigieuses, un réalisme très inférieur et une puissance vidéographique très inférieure à l'existant. Par contre, effectivement, ils ont augmenté de manière très, très significative le fun et la convivialité. Donc, ça devenait un produit pour toute la famille. Ils ont créé une communauté en ligne dédiée. Et enfin, ils ont créé un certain nombre d'éléments clés, la jouabilité intuitive et naturelle, l'interaction avec l'ensemble du corps et le fait qu'on pouvait faire du sport en s'amusant. Alors, regardez bien ce canevas stratégique, puisque c'est le livrable de sélection, c'est effectivement un canevas stratégique qui concernera bien entendu l'industrie du mobilier français. Alors voilà les résultats. En 3 ans, il y a eu plus de 100 millions d'unités vendues. Je vous rappelle que la console précédente, c'était seulement 20 millions. Et à cette époque-là, en mars 2009, la Wii avait 50% de part de marché.
Autre caractéristique, c'est que 50% des acheteurs sont devenus des acheteuses. Donc, ils ont réussi leur pari d'intégrer les femmes dans leurs clients. Et le graphe du dessous vous montre le bond en chiffre d'affaires qui a été obtenu par cette console par rapport aux très légères augmentations qui étaient liées aux consoles précédentes. Merci Marc. Donc, je vais vous présenter tout de suite le livrable de sélection, à savoir le canevas stratégique. Donc, clairement, là, ce que vous a montré Marc, c'est un canevas stratégique du marché existant, de l'offre existante, comparé à une offre océan bleu. Vous, pour le 3 avril, vous aurez à construire le canevas stratégique uniquement sur l'offre existante. Ici, un autre exemple de canevas stratégique, le cas compte nickel, donc dans la banque de détail, le marché de la banque de détail. Et vous voyez donc les courbes rouges, grises et roses qui correspondent aux acteurs existants. Clairement, voilà, ils sont sur possibilité de découvert, des conditions de revenus pour ouvrir un compte, des offres de gestion de patrimoine, des frais de change à l'étranger, une relation physique avec son banquier. Et puis, clairement, ils sont beaucoup plus bas sur tout ce qui est horaire proximité, un compte toujours à jour, un compte ouvert en 5 minutes, ça n'existe pas. Et on voit ici la courbe bleue, donc l'offre de compte nickel, qui vient mettre à zéro des standards que toutes les offres proposent et qui va se focaliser sur les éléments de droite et faire une offre dédiée quasiment à ça. Donc, ce que vous avez donc à construire pour le 3 avril et à rendre donc sur la plateforme Agorize, c'est un livrable qui se construit en 3 étapes. Première étape, vous aurez donc à choisir les 3 acteurs du secteur que vous souhaitez analyser. Donc, vous allez regarder leur offre et, comme vous l'avez compris, comparer leurs offres en termes de valeur. Deuxième étape, vous choisirez les 8 critères qui, d'après vous, sont prioritaires pour les entreprises clientes de l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail. Et vous aurez donc les 9 éléments clés à reporter en horizontal sur le canevas stratégique. Donc, ça sera la 3e étape. Donc là, vous construirez, en comparant par niveau de valeur, chacun des éléments clés sur les offres retenues. Donc, rappel, votre périmètre d'analyse, donc votre océan rouge de départ, comme vous l'avez compris, on est donc sur l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail. Quelques exemples d'entreprises clientes de ce marché, de ce secteur. Évidemment, les grandes entreprises de l'industrie, des services, du public, tout secteur. Les collectivités locales, les PME, les ETI, les indépendants, les startups, mais aussi les loueurs de bureaux, les lieux alternatifs de travail, type Starbucks, les loueurs aussi d'espaces événementiels, comme les hôtels. Donc, première étape pour construire votre canevas stratégique. Ici, on vous a préparé, avec l'ameublement français et Actineo, les groupes stratégiques, c'est-à-dire en fait une segmentation des acteurs de ce secteur de l'aménagement de bureaux et d'espaces de travail, qui sont donc classés par niveau de servicialisation, donc ce sont les colonnes, et niveau d'offre, segmentation de l'offre, de premium à mass market, donc ça ce sont les lignes. Donc à vous de choisir les 3 acteurs les plus pertinents à analyser en termes d'offres. Deuxième étape, ici, vous allez commencer par lister les critères d'achat par les entreprises clientes et choisir ensuite, donc c'est le point 2, les 8 critères qui vous semblent prioritaires pour ces entreprises clientes, sachant que le prix est sélectionné d'office. Donc vous aurez 9 critères. Vous pouvez évidemment préciser la liste qu'on vous propose. Vous pouvez donc modifier certains des critères. Vous pouvez compléter. Voilà, vous êtes complètement libre. On vous a donné une liste pour vous aider à démarrer. Et 3e étape, donc vous reportez, première étape, les 3 acteurs que vous avez choisis au début, donc sur la partie en haut à droite, le 1. Ensuite, en 2, en bas, vous reportez les éléments clés que vous avez retenus juste avant. Donc vous en aurez 9 en tout, incluant le prix. Et puis ensuite, étape 3, offre par offre, vous comparez le niveau de valeur qui est proposé au client sur chacun des éléments clés, sachant que ce qui compte, ce n'est pas une comparaison dans l'absolu, mais vraiment par référentiel. C'est-à-dire, telle offre
est mieux, vous propose une offre, une valeur plus importante sur tel élément clé que telle autre offre. Voilà, ce qui compte, c'est par référence. Et quatrième étape du livrable, vous ferez une sorte de synthèse de l'enseignement que vous apporte la construction de ces offres, la construction de ces courbes de valeur. Premier constat, est-ce que le marché est un océan rouge? Donc c'est la situation concurrentielle du marché. Par exemple, si toutes les offres ont la même courbe, clairement, on est sur un océan rouge et vous expliquerez pourquoi. Est-ce qu'il y a par exemple des acteurs qui ressortent avec des offres très différenciantes, voire divergentes par rapport aux offres standards? Et deuxième question, la partie de droite, vous vous poserez la question, quelles grandes tendances sont en train d'affecter le marché, sachant que vous avez sur la plateforme Agorize, dans la partie ressources, une sélection que les coachs vous ont préparée de liens, d'articles, de documents issus du web, mais aussi issus d'études sur la santé au travail, sur l'évolution de la culture, des valeurs, et justement ces grandes tendances qui sont en train de faire évoluer le monde du travail. Et vous avez aussi le site d'Actineo, qui est donc l'Observatoire de la vie au travail, qui est dédié à analyser ces grandes tendances. Donc à vous d'aller chercher la bonne information. Voilà, donc pour conclure, nous vous donnons rendez-vous le 29 mars à 14 h, porte de Versailles, pour la Workspace Expo. Par Agorize, vous aurez accès au lien pour réserver vos places, pour retirer vos billets. Et le 12 avril, ensuite, à 17 h, rendez-vous à l'Ameublement Français, avenue Ledru-Rollin, pour être briefé par les dirigeants de l'Ameublement Français, si vous êtes sélectionné, si vous faites partie des 15 équipes sélectionnées. Et d'ici là, évidemment, constituez ou rejoignez une équipe existante. Donc, à très bientôt.